Je m'appelle Miles Renner. J'ai 36 ans et j'ai vécu chez mes parents bien après que la plupart des gens de mon âge aient déjà quitté l'enfance. Non pas par manque d'ambition ou par manque de moyens pour payer un loyer ailleurs, mais parce que la loyauté a le don de vous ancrer plus profondément que la commodité. Ma mère avait besoin d'aide après son opération cardiaque. Elle avait besoin de quelqu'un de stable, de calme, de quelqu'un qui ne demande pas d'applaudissements. C'était moi. Clarisse, ma femme, a emménagé avec nous juste après le mariage. Sans loyer, sans obligation. Au début, on se sentait comme en famille, comme une unité forgée par l'amour et le sens du devoir. Mais plus le temps passait, plus je réalisais que Clarisse n'était pas là pour la famille. Elle était là pour la stratégie. J'ai vu la maison se transformer subtilement. Mon père avait toujours été la colonne vertébrale de la maison. Ses pas lourds, sa sagesse tranquille, son insistance à laver les voitures lui-même tous les samedis matins. Après sa disparition, le silence dans la maison a pris un poids particulier. Il n'était ni doux ni paisible. Il était épais et envahissant. Ça s'accrochait aux meubles. Ça résonnait dans le couloir et, finalement, ça a rempli l'espace entre Clarisse et moi, comme si nous dînions encore ensemble, regardions toujours les mêmes rediffusions de fin de soirée. Mais son rire arrivait toujours un demi-temps trop tard, et ses yeux se posaient sans cesse sur son téléphone. Je pensais que c'était du chagrin. Je me suis dit, laisse-lui du temps. Mais le silence a le don de révéler ce que les mots tentent de cacher. J'ai commencé à remarquer comment elle répondait aux questions par des questions. Comment elle sursautait quand je mentionnais le testament de papa. Comment elle esquivait les conversations sur l'entreprise Radner Biotech comme si c'était des grenades. Elle n'avait pas connu mon père comme moi. Elle n'était pas restée éveillée avec lui pendant ses nuits blanches, à l'entendre marmonner des projections du conseil d'administration et des brevets futurs, tandis que ses mains tremblaient de maladie. Elle n'avait pas nettoyé ses médicaments lorsque les flacons glissaient, ni ne l'avait aidé à monter à la voiture les jours difficiles. Mais elle s'est mise à parler de l'entreprise comme si elle était née dans sa salle de réunion. Pourtant, je ne disais rien, car j'étais fidèle à elle, à ma mère, à l'idée que le mariage était quelque chose de sacré, pas une transaction. Puis vint le matin où je suis entré dans le bureau, celui de mon père, celui avec le bureau en acajou et les diplômes encadrés qui sentaient encore légèrement son eau de Cologne, et j'ai entendu sa voix. Clarisse, ma femme, Isabelle, se tenait devant le comptoir de la réception comme sur une scène où elle avait répété pendant des mois. Je suis Clarisse Renner. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre mes fonctions de PDG. Je m'arrêtais net, partagé entre le déni et l'incrédulité. Elle se tenait là, vêtue d'un blazer crème et de talons si hauts qu'ils semblaient chirurgicaux. Ses cheveux étaient relevés en une chignon serrée, et elle arborait ce sourire que je n'avais vu que sur les photos de conseil d'administration et les brochures immobilières. Le sourire qui signifiait qu'un contrat était déjà signé. Même si vous ne le saviez pas encore. La réceptionniste leva les yeux, visiblement perplexe, mais Clarisse ne broncha pas. Elle était en pleine performance. Mon mari, Miles, ne reviendra pas. Il est en deuil. Et c'est eux, pas dans le testament. Ma poitrine se serra. C'est alors qu'elle me vit. Ses yeux quittèrent sa tablette, s'arrêtèrent sur mon visage, et plutôt que de la surprise ou de la culpabilité, il y eut un sourire, vif et amusé, comme si elle avait gagné à une partie à laquelle je ne savais pas jouer. Vous êtes sur mon chemin, Miles, dit-elle d'une voix douce comme du beurre. Vous devriez partir. Le regard de la réceptionniste nous parcourut. Le hall tout entier se figea comme du verre. Et dans ce silence, quelque chose en moi se brisa, mais pas comme elle l'avait prévu. Je me mis à rire. Pas un rire bruyant et déchaîné. Pas même amer, juste un léger frémissement sincère que je ne pouvais arrêter. Parce qu'à cet instant, en la regardant se tenir là, imprégnée d'une force empruntée, dégoulinant d'une confiance bâtie sur des suppositions, j'ai réalisé à quel point elle se trompait sur tout. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que mon père, l'homme discret qui avait passé sa vie à observer les gens et à parler peu, l'avait vu de loin et mesuré avec précision. Elle ne savait pas qu'avant de mourir, il m'avait fait asseoir d'une main tremblante et avait glissé une enveloppe sur le bureau. Elle ignorait tout du deuxième puits, le nouveau, le légal, celui qui non seulement me désignait comme unique héritière de Renner Biotech, mais l'excluait complètement. Non pas par dépit, mais par souci de clarté. Tu es sur ton chemin, avait-elle dit. Et j'ai ri parce qu'elle pensait enfin me sortir de l'ombre. Elle ignorait totalement que j'étais l'ombre. En quittant le bureau ce jour-là, je ne lui ai pas adressé la parole. Je ne l'ai pas corrigée.
Je n'ai pas dévoilé mon jeu. Je suis passé devant elle comme un homme qui avait déjà enfoui son chagrin et qui enterrait maintenant l'illusion qu'elle avait construite dessus. Ce soir-là, j'étais assis dans le bureau que mon père appelait autrefois sa caverne à penser. Je me suis servi un verre de scotch, celui qu'il gardait pour les événements marquants, et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait non seulement une copie du Nouveau Testament, mais un mot manuscrit. Miles, ceux qui te sous-estiment seront toujours plus bruyants que ceux qui ne te sous-estiment pas. C'est pourquoi j'écris ceci. Pour quand le bruit commencera? Le silence dans la maison cette nuit-là n'était plus pesant. Il n'était ni creux ni cruel. Il était empreint d'un but. C'était le son de la vérité qui s'éveillait. Et pour la première fois depuis les funérailles, j'ai ressenti à nouveau la présence de mon père. Non pas dans le souvenir, mais en action. Clarisse avait agi. Maintenant, c'était mon tour. Ce matin-là semblait normal. C'est ce qui me tracasse encore. Comme la trahison peut facilement se déguiser en routine. J'ai préparé du café exactement comme maman l'aimait. Moitié décaféiné, moitié normal, un peu de lait d'avoine et 2 morceaux de sucre. Elle disait toujours que ça avait le goût d'un dimanche matin chaud, même si c'était un mardi sans raison. Je lui ai préparé du porridge, j'ai glissé son pilulier vers elle comme toujours, et j'ai embrassé le dos de sa main pendant qu'elle fredonnait un vieux morceau de jazz. C'était la version de la maternité à laquelle elle était revenue après le décès de papa. Douce, plus lente, effacée sur les bords comme une photographie d'une autre époque. Elle souriait toujours en prononçant son nom, pourtant. Cela n'a jamais changé. Je lui ai dit que j'allais au bureau, pas pour travailler, juste pour me sentir proche de lui. Le bâtiment sentait encore son eau de Cologne, une subtile touche de cèdre et d'agrumes incrustées dans les boiseries. Je n'y étais pas retourné depuis les funérailles. J'ai dit à Clarisse que j'avais besoin de quelques semaines pour assimiler, pour me recentrer. Elle n'a pas protesté, pas à voix haute, mais j'ai vu la légère courbe de ses lèvres, le genre qui dit « prends tout ton temps ». J'ai déjà avancé. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qui m'attendait. Je me suis garé à la même place que papa utilisait toujours, juste devant, sous l'auvent orné de la plaque en laiton réservé au cadre. C'était étrange de s'y glisser, comme essayer un manteau qu'on jurait ne pas être prêt à porter. Le gardien, Donny, m'a adressé un signe de tête respectueux. Je crois qu'il a vu la confusion sur mon visage avant même moi. « Tout va bien, monsieur Horner ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'avais besoin de me convaincre que c'était vrai. « Juste une visite, ai-je dit. » L'ascenseur était silencieux. Juste le ronronnement du moteur et le poids des vieux souvenirs. J'ai regardé mon reflet dans les miroirs des murs. Toujours le même visage. Toujours la même mâchoire douce qui, comme Claire l'avait dit un jour, me donnait l'air trop digne de confiance pour des affaires à gros enjeux. Toujours les mêmes yeux qui recherchaient le meilleur chez les gens et qui, trop souvent, ne trouvaient que déception. Lorsque les portes du hall principal de l'étage exécutif de Radner Biotech se sont ouvertes, je ne m'attendais pas à une foule. Mais il y avait bien du monde, des dizaines d'employés de différents services, tous debout, tasse à café à la main, le visage affichant une politesse forcée. Ce fut la première alerte. La seconde retentit une seconde plus tard. La voix de Clarisse. À partir d'aujourd'hui, je dirigerai l'entreprise. Dès lors, ma colonne vertébrale se bloqua. Je me suis avancé à travers la foule tandis que les gens se retournaient. Certains m'ont reconnu et ont rapidement détourné le regard. D'autres semblaient simplement perplexes. Puis je l'ai vue debout près de la réception, comme si elle y était née. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine aux épaules prononcées, les cheveux tirés en un chignon strict, et ses boucles d'oreilles en diamant que j'avais économisées pendant 6 mois pour les lui offrir pour notre 2e anniversaire. Sa posture respirait la confiance. La voix de quelqu'un qui ne se contente pas de faire le point, mais qui fait une déclaration. Mon mari n'est pas apte à diriger. Il n'est pas dans le testament. J'avais l'impression d'entendre sa propre nécrologie lue à voix haute alors qu'on respire encore. Et puis elle m'a vu. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'arrêta pas. Ne bégaya pas. Au contraire, elle sourit comme une louve. Le voilà, dit-elle avec une fausse surprise, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Tu es sur mon chemin, Miles. Tu devrais partir. Je restai là, figé l'espace d'un instant, tandis que ces mots résonnaient dans ma poitrine. Je n'étais pas en colère. Pas encore. La pièce était trop absurde pour laisser place à la colère.
J'essayais de comprendre comment quelqu'un pouvait se tenir devant une salle remplie de l'héritage de son père et te déclarer insignifiant. Une partie de moi avait envie d'avancer pour exiger des réponses, lui demander depuis combien de temps elle préparait tout ça. Mais je ne l'ai pas fait, car je n'entendais que des rires. Les miens. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas intentionnel. Il a déferlé comme une vague. Je n'ai pas pu me retenir. Un rire profond et entendu qui ne convenait pas à la pièce. Il a surpris quelques personnes. Quelqu'un a laissé tomber une épingle. L'une des internes a même reculé d'un pas. Clarisse s'est raidie. Son expression a vacillé un instant, mais je l'ai saisie. C'est là que j'ai compris qu'elle ne savait pas. Elle ignorait ce que je tenais, ce que papa m'avait dit, ce qui allait arriver. Je me suis approché et l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison, ai-je dit en souriant. Je n'ai rien à faire ici. Ces mots l'ont troublé. Je les ai observés. Une vague de confiance parfaitement construite se répandit sur sa confiance. Mais j'ai persévéré. Je suis juste ici pour honorer mon père, dis-je doucement. Pour me rappeler à quoi ressemble la loyauté. À quoi ressemble le respect. Je me retournai vers l'ascenseur et laissai mon rire flotter comme un parfum. À cet instant, je n'étais pas l'homme qu'elle avait attaqué. J'étais l'homme qu'elle sous-estimait. Et ce sont deux choses bien différentes. En redescendant, je sortis mon téléphone et ouvris mes notes. La copie numérique du testament était là, horodatée, scannée, sauvegardée 2 fois. Je n'avais pas encore besoin de l'utiliser, mais le savoir là me procurait un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Dehors, je me retrouvais sous l'auvent et levais les yeux vers le bâtiment. Urner Biotech, l'entreprise de mon père, la structure de ses rêves et de ses sacrifices. Elle pensait pouvoir porter son empire comme un costume. Elle ne réalisait pas qu'il était taillé sur mesure pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait écouter, qui savait attendre. Et quand le moment est venu de savoir comment agir, je me suis glissé dans ma voiture, j'ai démarré et je suis rentré chez moi. Non pas pour l'affronter, pas encore, mais pour me préparer. Car une tempête approchait, et je n'étais plus l'homme qui se tenait sur son chemin. J'étais celui qui tenait la foudre. Clarisse ignorait que je m'étais préparé à son arrivée bien avant qu'elle ne passe à l'action. C'est ça, le silence. Ce n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Elle pensait avoir orchestré sa prise de pouvoir comme une symphonie. Mais elle n'a jamais remarqué la douce percussion que j'avais déposée sous mes pieds, un battement léger à la fois. Et à vrai dire, quand j'ai commencé à rire dans ce hall, ce n'était pas que je trouvais son audace amusante. C'était parce que je savais déjà qu'elle était trop tard. Elle ignorait tout de l'enveloppe. Celle que papa m'avait donnée des mois avant sa mort. Celle scellée à la cire et cachée derrière un faux panneau dans le tiroir du bas de son vieux bureau. Il m'a fait venir dans son bureau un après-midi, alors que Clarisse était sortie faire les courses. Et je me souviens encore de la façon dont le soleil tardif filtrait à travers les stores, des rayures dorées sur ses cheveux clairsemés et son visage buriné. Il avait l'air fatigué, mais pas frêle. Déterminé, concentré, il s'assit lentement, me fit signe de faire de même, puis posa l'enveloppe sur la table comme si elle était chargée. « Elle prépare quelque chose, dit-il à voix basse. Et bien sûr. Je l'ai observé. Je clignai des yeux, incertaine. Clarisse, elle croit que je ne la vois pas, continua-t-il. Mais elle a été trop impatiente, trop calculatrice. Elle ne me demande pas comment je me sens. Elle me demande combien de temps prendra le plan de transition. Elle tourne toujours autour des conversations sur le pouvoir. Jamais de soutien. Je suis restée silencieuse, incertaine de ce que je devais dire. Je ne voulais pas y croire, pas complètement. Clarisse pouvait être arrogante, certes, mais manipulatrice. Mais je me suis souvenu de son regard la première fois qu'elle m'a interrogé sur l'entreprise familiale. Elle avait l'air de bavarder. Alors, quand ton père sera prêt à prendre sa retraite, que se passera-t-il ensuite? J'ai balayé la question d'un revers de la main, lui disant que je n'y pensais même pas. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit, eh bien, quelqu'un devrait le faire. De retour dans ce bureau, papa a tapoté l'enveloppe 2 fois, puis me l'a tendue. Ouvre ça si jamais elle essaie de prendre ce qui ne lui appartient pas. Je l'ai prise, sans même savoir à quoi j'acceptais. Il n'a pas donné beaucoup d'explications après ça. Il s'est juste adossé à sa chaise et a dit, tais-toi, Miles. C'est ce qui te rend dangereux.
À l'époque, je ne me sentais pas dangereux. Je me sentais comme un fils essayant de protéger son père, un mari essayant de maintenir un mariage qui ne lui convenait plus. Mais avec le recul, je pense que papa a vu tout ce que j'étais trop émotif pour affronter. Il a vu comment Clarisse changeait avec les autres. Comment ses éloges à mon égard s'évanouissaient dès qu'une personne influente entrait dans la pièce. Il a remarqué comment elle me coupait la parole pendant le dîner, comment elle corrigeait mes histoires comme pour soigner son image publique. Il l'observait et il enregistrait tout. C'était la partie qu'elle n'avait jamais vue venir. Pendant qu'elle s'entraînait à sourire devant le miroir, répétant des discours pour elle-même sur son avenir de successeur visionnaire, papa avait documenté chaque geste. Tout a commencé subtilement. Un dictaphone caché au bord d'une étagère. Puis des caméras astucieusement dissimulées dans des endroits que lui seul connaissait. J'ai retrouvé les dossiers après son décès. Des clips audio méticuleusement étiquetés, des historiques de connexion, des horodatages d'accès non autorisés à des documents financiers internes. Et dans chacun d'eux, la voix de Clarisse, claire comme du cristal, se révélait sans se rendre compte qu'elle était observée. Un soir, elle s'était moquée de moi pendant le dîner, m'ayant traité de rêveuse sans énergie en sirotant son vin. Je me souvenais comment papa s'était tu après ça, n'avait rien dit, s'était contenté de débarrasser son assiette et avait quitté la pièce. Je le croyais fatigué, mais il ne l'était pas. Il en avait assez de faire semblant. Elle avait sous-estimé l'homme qui avait bâti une entreprise de toutes pièces et survécu aux récessions. Elle se croyait plus intelligente parce qu'elle lisait des livres sur le leadership disruptif. Mais papa comprenait les gens et il comprenait l'héritage. C'est pourquoi le testament mis à jour ne me nommait pas simplement PDG. Il comprenait une note personnelle au conseil d'administration expliquant pourquoi. Une vidéo dédicacée, une lettre notariée, tout était irréprochable. Et elle n'y connaissait rien. Le plus drôle, c'est que je lui ai laissé croire qu'elle avait une longueur d'avance. J'ai souri lorsqu'elle a commencé à me poser des questions sur la structure du conseil d'administration. J'ai hoché la tête lorsqu'elle m'a suggéré de prendre un congé sabbatique pour me changer les idées après le décès de papa. Je l'ai même aidé à choisir du papier à lettres quand elle a imprimé des en-têtes de lettres nerfs à son nom. Je me souviens de l'avoir vue les glisser dans sa mallette de designer comme si elle volait les plans d'un empire. Elle ignorait que je scannais discrètement des copies de chaque document et envoyais des sauvegardes par email à un serveur privé. Elle pensait être rusée, mais elle était juste négligente. Un soir, elle m'a demandé si je me souvenais du mot de passe de l'ordinateur de papa. J'ai fait comme si je ne m'en souvenais pas. Il gardait toujours ça en tête. Je le lui ai dit. Elle a ri, m'a embrassé et m'a dit que j'avais probablement raison. Le lendemain matin, j'ai vu une tentative de connexion ratée sur le compte administrateur. Elle tâtait le terrain, repoussait les limites. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout cataloguer. Chaque fois qu'elle accédait à un dossier financier, je prenais des notes. Chaque fois qu'elle parlait à un membre du conseil d'administration avec désinvolture, je remontais la conversation. Elle pensait se construire un château en secret. Mais j'étais déjà en train d'esquisser le tunnel de fuite sous ses pieds. Et pendant tout ce temps, je n'ai rien dit, car à quoi bon avertir quelqu'un qui est déjà en train de grimper à sa propre potence? Papa m'a dit un jour que l'ambition n'est dangereuse que si elle est mêlée à l'illusion. Clarisse possédait les deux. Elle se voyait intouchable, inévitable, le nouveau visage d'Horner. Et pendant un temps, je l'ai laissé savourer ce fantasme. Je l'ai laissé déplacer sa reine sur l'échiquier, ignorant que j'avais discrètement déplacé des pions, aligné des fous, attendant le moment où sa couronne basculerait. Et quand ce moment est arrivé, lorsqu'elle s'est présentée dans le hall comme une reine, je n'ai pas eu besoin d'élever la voix ni de faire de scène. J'ai juste ri parce que son discours, son sourire, tout son cou, tout cela était déjà obsolète. Elle pensait entrer dans une entreprise qui ne m'appartenait pas. Mais j'avais la volonté, les documents, les enregistrements et le soutien total de l'homme qu'elle avait le plus sous-estimé, mon père. Clarisse pensait que le silence me rendait faible. Mais elle n'a jamais réalisé que le silence était la seule arme dont j'avais besoin. Elle pensait que je ne le remarquais pas. Clarisse croyait pouvoir concrétiser ses ambitions derrière des toilettes verrouillées. Porte. Comme si le pouvoir était un sortilège qu'on pouvait invoquer en répétant son titre devant un miroir un nombre incalculable de fois. Je n'avais jamais besoin de coller mon oreille contre le bois. Sa voix portait. Madame la PDG Horner, disait-elle avec une pause théâtrale, telle une artiste cherchant le rythme parfait avant de monter sur scène. Elle s'essayait avec différents tons, enjoués, autoritaires, séduisants, autoritaires.
Elle répétait tous les soirs. Et l'ironie, c'est qu'elle pensait faire cavalier seule. La première fois que je l'ai entendue, je venais de finir de plier le linge de maman et je passais devant sa salle de bain. La porte était un bocal. Clarisse se tenait là, en peignoir, le dos droit, les épaules hautes, parlant à son reflet comme si elle s'adressait à un public invisible. Je l'ai observée en silence un instant, ses mains bougeant comme si elle esquissait des points, et sa tête penchée de cette manière particulière qu'elle utilisait pour paraître à la fois chaleureuse et importante. Soyons clairs, dit-elle à son moi dans le miroir. Un air biotech continuera de prospérer sous ma direction. Sous sa direction, pas la nôtre, pas à moi, juste à elle. Je me suis éloigné avant qu'elle ne me voie. À l'époque, je me disais que c'était inoffensif, ambitieux. Peut-être essayait-elle juste de se sentir importante après tout ce qui s'était passé avec la maladie de mon père. Mais avec le temps, le ton a changé. Les mots sont devenus moins hypothétiques, plus certains. Elle a commencé à parler de moi au passé. Miles n'a jamais été intéressé par la croissance. Il préfère les idées sûres, les personnes sûres. Ce n'était plus juste une performance. C'était une réécriture. Je la regardais dîner, les doigts serrés autour d'un verre de vin, les yeux scrutant les gros titres sur son téléphone. Elle suivait tous les influenceurs d'affaires avec un podcast, tous les PDG de start-up qui publiaient des essais sur LinkedIn sur la disruption des anciens systèmes. Je pensais qu'elle cherchait juste l'inspiration. Je ne savais pas qu'elle cherchait des moyens de me remplacer. Un soir, elle m'a dit qu'elle envisageait de s'inscrire à une formation en leadership d'entreprise. J'ai souri et hoché la tête. Tu serais doué pour ça, ai-je dit. Elle m'a embrassé sur la joue et a répondu, quelqu'un doit mener cette famille vers la prochaine décennie. J'ai ri. À l'époque. Je ne savais pas qu'elle ne plaisantait pas. Les discours devant le miroir sont devenus une habitude. Elle a commencé à se maquiller devant notre miroir en pied plutôt que devant la coiffeuse. Je la surprenais à parler pendant qu'elle se maquillait. Des phrases comme « Nous évoluons vers une stratégie plus globale et notre direction valorise l'intégrité, l'agilité et l'innovation ». Elle l'est. Un soir, je l'ai surprise en train de répéter, non seulement en train de répéter, mais en train de s'enregistrer. Son téléphone était posé sur une pile de serviettes, la caméra braquée sur elle, et elle était en train de se présenter comme une leader d'opinion. Bonjour, je suis Clarisse Renner, et je suis passionnée par la réinvention des entreprises traditionnelles pour un monde moderne. Je me tenais sur le pas de la porte, les bras croisés, en train de m'entraîner. Elle a sursauté puis a ri trop vite. C'est juste une mode. Ces vidéos de présentation, tout le monde en fait. Le branding, vous savez, elle se présentait elle-même. Pas comme ma partenaire, pas comme celle qui perpétue un héritage, mais comme l'héritage. J'ai fait l'idiot. C'est devenu ma stratégie. À chaque instant où elle aiguisait ses griffes, je la piquais encore plus. Lorsqu'elle imprimait de nouvelles cartes de visite, en lin blanc avec un lettrage en relief et gras, mentionnant Clarisse Renner, consultante en stratégie exécutive, je la complimentais sur le design. Quand je trouvais des maquettes de papier à en-tête de l'entreprise avec son nom en haut, je lui disais que la mise en page était épurée et moderne. Ce qu'elle ignorait, c'est que je les photocopiais toutes, les scannais, les envoyais par courriel à une archive personnelle intitulée « Clarisse Move ». Elle se moquait même des employés, de nos employés dans leur dos. « Avez-vous déjà rencontré Echa dans la finance ?» me murmura-t-elle un jour après un dîner de fin d'année au bureau. Elle signe encore ses chèques à la main. Imaginez ? Une autre fois, elle leva les yeux au ciel en voyant Lucas porter la même cravate bleu marine à 2 réunions. Si vous voulez travailler dans le leadership, faites au moins semblant d'avoir de l'envergure. J'ai tout regardé, tout conservé, non seulement dans des dossiers sur mon ordinateur, mais dans le coffre de ma mémoire, car ce n'était pas que des insultes, c'étaient des indicateurs. Clarisse n'a pas vu les gens qui ont fait prospérer Radner Biotech. Elle ne comprenait pas la loyauté, seulement l'influence. Elle n'appréciait pas la croissance lente et méthodique sur laquelle mon père a bâti son empire. Elle voulait juste le trône. Elle m'a dit un jour que je manquais d'instinct de tueur, que j'étais trop gentil, que dans le monde d'aujourd'hui, la gentillesse n'est qu'un masque pour masquer la médiocrité. Je lui ai demandé si elle pensait la même chose de mon père. Elle n'a pas répondu. Elle sous-estimait le silence. Elle sous-estimait ce que signifiait être assis en réunion et laisser les autres parler. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'observais, j'écoutais, j'attendais.
Papa disait toujours, la patience est un pouvoir. Les vrais ne crient pas, ils signent. Clarisse, elle, était toute en volume. Elle essayait de devenir une marque avant de bâtir des fondations. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai vu imprimer des communiqués de presse mode sur la transition de Radner Biotech vers un leadership moderne. Je la regardais griffonner des notes pour ses futurs discours au conseil d'administration, chacune plus valorisante que la précédente. J'ai même vu un brouillon de mail qu'elle n'avait jamais envoyé, adressé à une entreprise technologique de Palo Alto, s'enquérant d'une éventuelle fusion menée par un nouveau dirigeant dynamique. Elle planifiait des actions que je n'avais pas bloquées, ignorant que j'avais déjà prises. Chaque fois qu'elle s'entraînait devant le miroir, chaque fois qu'elle chuchotait à propos de plans de succession autour d'un verre de vin, chaque fois qu'elle glissait un faux papier à en-tête dans sa serviette en cuir, je souriais extérieurement, mais intérieurement, je consolidais les fondations de sa perte. Elle pensait que le miroir était un espace sûr. Elle oubliait que les reflets révèlent tout, même ce qu'on essaie de cacher. Et je ne me contentais pas d'observer. Je me souvenais, j'enregistrais et je me préparais. Je suis arrivé en avance, pas seulement quelques minutes avant l'arrivée de Clarisse, mais 1 heure en avance. Avant que les lumières de la salle de pause ne s'allument, que le personnel de la réception finisse son café, que les agents de sécurité ne changent de service, je me tenais devant les portes vitrées de Radner Biotech, observant les reflets de la ville se refléter sur le bâtiment, et me rappelant que c'était le dernier jour où je devrais faire semblant. Fini le sourire trahi. Fini de faire comme si je n'avais pas vu ce qu'elle était en train de devenir. À l'intérieur, tout semblait palpable d'impatience. Le hall résonnait un peu plus que d'habitude, les néons bourdonnaient plus fort, les portes de l'ascenseur claquaient comme des points d'exclamation. Clarisse n'en avait aucune idée. C'était le meilleur. Elle pensait assister à un couronnement, que le décor était planté, mais... En réalité, le rideau était déjà tombé sur son numéro. Elle ne l'avait simplement pas encore remarqué. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, l'étage exécutif, et suis entré dans le bureau de mon père. Il y avait encore son odeur, un mélange de vieux cuir et de cire de cèdre, l'odeur de quelqu'un qui a construit quelque chose de ses mains, puis l'a transmis avec fierté. La chaise craquait sous mon poids, comme toujours. Je posai mes paumes sur le bureau, celui que Clarisse avait commencé à appeler la future table de conférence, et regardé par les larges baies vitrées. C'était son héritage, et elle pensait pouvoir le revendiquer comme un sac à main en solde. À 9h15, je sortis dans le couloir juste à temps pour la voir entrer. Clarisse marchait toujours comme filmée, talons claquants avec détermination, menton haut, la posture droite comme si elle avait été formée dans une classe de finition d'école privée. Elle portait un blazer cramoisi ce jour-là, audacieux et délibéré, associé à un chemisier en soie couleur champagne. Ses cheveux étaient relevés en chignon tressé, son maquillage d'une précision chirurgicale. Pour un œil non averti, elle ressemblait à l'incarnation du pouvoir. Mais je savais qu'il n'en était rien. Elle ne m'avait pas vu au début. Elle était trop occupée à donner des ordres. Lucas, j'ai besoin que tu fasses changer le nom inscrit sur la place de parking réservée aux cadres aujourd'hui. Il devrait être écrit Clarisse Radner, PDG. Elle l'a dit avec aisance, comme si c'était déjà une loi. Lucas Omari, notre responsable des opérations, regarda par-dessus son épaule et croisa mon regard. Il hocha légèrement la tête. Clarisse se retourna une demi-seconde. Son masque glissa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa bouche tressaillit, comme on le fait imperceptiblement lorsqu'on réalise qu'on a perdu le contrôle d'un instant. Mais elle se reprit vite. « Pourquoi es-tu ici, Miles » demanda-t-elle d'un ton neutre et poli. « Tu ne travailles plus ici. » Je souris. Ce n'était pas faux. Ce n'était pas forcé. C'était le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un qui vient de dévoiler sa main à une table de poker et qui réalise que la partie est déjà terminée. « Je ne savais pas que tu avais été promu, dis-je nonchalamment. J'avais dû rater le vote du conseil d'administration. » Les yeux de Clarisse se plissèrent. « Nous savons tous les deux que ton père ne t'a pas laissé aux commandes. »« C'est vrai, dis-je, mais il a laissé quelque chose de mieux. » Je fouillai dans la poche de mon manteau et en sortis l'enveloppe. Pas la copie numérique, pas une capture d'écran. L'enveloppe, celle scellée par mon père, signée au dos de ce trait caractéristique qu'il utilisait depuis mon enfance pour signer les cartes d'anniversaire. Clarisse se figea. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix soudain plus faible. Je m'avançai et la déposai délicatement sur le bureau de la réception. Tout le monde dans le hall cessa de faire semblant de travailler. Echa des finances,
Lucas, même le commis au courrier s'immobilisèrent à sa vue. Je la décachetai lentement devant tout le monde. À l'intérieur se trouvait la copie notariée du testament de mon père, une deuxième copie de la lettre d'autorisation du conseil d'administration, une déclaration imprimée de notre conseiller juridique confirmant l'authenticité des documents, et, cerise sur le gâteau, une note manuscrite sur papier à en-tête de Rner Biotech datée de 3 semaines avant son décès. L'entreprise revient à mon fils, Miles Rner. Ne faites confiance à personne d'autre. Je tendis les documents à Lucas. Le conseil d'administration est convoqué à midi. Je pense que tout le monde voudra les voir. La voix de Clarisse s'éleva brusquement. C'est absurde. Tu ne peux pas débarquer comme ça et exhiber des papiers poussiéreux comme un testament, demandai-je en me tournant vers elle. Signé, attesté, notarié et classé. C'est exactement ça. Elle recula légèrement, son talon heurtant le bord du tapis de la réception. Il m'a dit qu'il avait dit que je serais impliqué. Tu étais impliqué? J'ai dit que tu étais la raison pour laquelle il avait fait des changements. Le visage de Clarisse s'empourpra. Ses mains s'agitèrent le long de son corps. C'est une embuscade. Non, dis-je doucement. C'est une révélation. Lucas s'éclaircit la gorge. Clarisse, je dois te faire entrer dans la salle de réunion. Nous devons examiner ces documents formellement. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un se tiendrait à côté d'elle. Ce ne fut pas le cas. Esha se retourna vers son écran. La réceptionniste trouva soudain quelque chose de très important à taper. Même les stagiaires baissaient les yeux vers leurs chaussures. Elle était seule dans une salle pleine de monde. Et moi, je me tenais exactement là où je devais être. Clarisse me lança un dernier regard. Ses yeux cherchaient dans les miens une faiblesse. Peut-être une fêlure. Un indice qui pourrait me convaincre ou m'adoucir. Mais elle ne l'a pas trouvé, car cet homme était parti. L'homme qui tressaillait quand elle élevait la voix. Qui s'excusait quand elle se moquait de lui devant ses amis. Qui restait assis en silence pendant qu'elle réécrivait son histoire. Maintenant, je tenais entre mes mains la fin qu'elle n'avait pas écrite. Je l'ai regardé marcher d'un pas raide vers la salle de réunion, les épaules toujours droites mais les yeux écarquillés par une première lueur de panique. Et à cet instant, je n'ai ressenti rien de cruel, juste de la lucidité. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une restauration. Elle pensait que l'entreprise était quelque chose qu'elle pouvait entrer et revendiquer. Mais on ne vole pas l'héritage. On le construit ou on ne le construit pas. Clarisse est entrée dans la salle de réunion comme si c'était sa salle du trône. La tête haute, les lèvres peintes comme pour la guerre, les talons résonnant sur le parquet. Elle portait la défiance comme un parfum imprégnant l'air de sa présence. Mais il y avait un tremblement sous-jacent, maintenant. Une fracture dans la façon dont ses yeux se posaient, entre deux respirations. Elle essayait de maintenir l'illusion par sa posture. Trop tard. Lorsque le conseil d'administration s'est réuni, l'atmosphère avait changé. L'intérêt prudent des dirigeants était désormais empreint d'une attente plus calme. Clarisse s'assit en bout de table sans poser de questions. Je m'assis en face d'elle, calme et posé. Lucas Omari entra le dernier, tenant l'enveloppe que je lui avais remise plus tôt. Il referma la porte derrière lui, la verrouilla. Procédure habituelle pour une réunion à huis clos. Mais cela me fit penser à la fermeture d'un coffre-fort ou d'un piège. Clarisse croisa une jambe sur l'autre, faisant semblant de ne pas avoir remarqué le silence. Ne perdons pas de temps, commença-t-elle d'une voix sèche et polie. Nous sommes tous ici à cause d'une confusion de Miles concernant la direction de l'entreprise. Personne ne répondit. Pas encore. Je ne dis rien non plus. J'attendis. Lucas déposa les documents comme des reliques sacrées, un par un, d'une voix douce et posée. Le testament, la lettre d'autorisation, le mot écrit de la main de mon père. Il ne dramatisa pas. Il n'en avait pas besoin. Les faits ont porté leur propre tonnerre. Clarisse a essayé d'interrompre. Ce ne sont pas valides. On m'a dit. On vous a mal dit, a dit Lucas, sa voix le genre de calme qui met fin aux arguments. De l'autre côté de la pièce, Esha se leva. Elle était notre directrice financière et elle n'aimait pas le drame. Elle préférait les faits, les feuilles de calcul, les politiques. Ainsi, quand elle a commencé à parler, la pièce inclinait vers elle avec respect. J'ai examiné les dossiers financiers au cours des 4 derniers mois, a déclaré Esha, accédant spécifiquement aux journaux à nos comptes restreints.
il y a eu des tentatives non autorisées pour planifier des transferts de câbles du budget de l'exécutif dans une société écran enregistrée sous le nom de Clarisse Renner. Clarisse secoua dans son siège. C'est un mensonge. Esha n'a pas tressailli. J'ai des enregistrements IP, des tentatives de connexion, des horodatages, tous des alignements avec l'ordinateur portable de travail de Clarisse. Le regard de Clarisse a tourné vers moi. Vous orchestrez cela. J'ai légèrement incliné ma tête. Non, Clarisse, vous l'avez orchestré. Nous venons d'appuyer sur un record. Et avec cela, Lucas a atteint la télécommande et a cliqué sur le projecteur à vie. L'écran a bourdonné, puis sa voix a rempli la pièce. C'était un enregistrement, net, indéniable. Une fois que le vieil homme est parti, la voix de Clarisse a dit à travers les haut-parleurs, « Je transformerai cet endroit en un empire moderne. Miles peut faire des RH ou quelque chose s'il a besoin de se sentir important. » Elle a ri. La chambre est restée silencieuse. Un autre clip roulait. Je n'attends que la bénédiction de personne. Ces personnes ont besoin de leadership, pas de sentimentalité. Je vais m'assurer qu'ils savent qui est en charge au moment où la volonté est lue. Puis de plus d'une nuit, je me souvenais clairement du dîner du conseil d'administration 2 semaines avant que papa n'éclate. Clarisse était allée dans la cuisine pour un appel privé. Papa et Tudy Mike l'avaient ramassé. Ils feront tous la queue. Elle a dit à quelqu'un à l'autre bout, en particulier des kilomètres. Il est doux. C'est pourquoi je l'ai épousé. Il est plus facile à contrôler qu'il ne le pense. L'air avait disparu de la pièce. Clarisse regarda l'écran, sa bouche légèrement ouverte. Ses yeux clignaient des yeux 2 fois lentement comme s'il refusait d'enregistrer ce qui se passait. C'est un audio manipulé. Et quelque chose. C'est réel, a déclaré Lucas, la coupant. Je l'ai vérifié moi-même. Les fichiers provenaient directement du serveur interne de votre beau-père, cryptés et sauvegardés vers des archives juridiques. Clarisse se tourna vers moi, puis se tourna vraiment, son masque est parti. Son visage était pâle sous la fondation. Ses lèvres se séparèrent dans une question qu'elle ne pouvait même pas se former. Combien de temps ? Chuchota TL. Depuis avant de répéter votre premier discours dans le miroir, répondis-je. Elle se leva soudainement, repoussant la chaise si dure qu'elle gratta le sol. Tu es tous fous. Tu prends la parole d'un mort et d'un fils insécurisé. Non, dis-je, s'élevant lentement. Ils prennent la parole d'un fondateur, un homme qui a construit cette entreprise de ses propres mains et n'a fait confiance que ceux qui l'ont honoré. Ils font confiance à la vérité. Clarisse regarda autour de lui, les yeux écarquillés maintenant, cherchant, plaidant, mais personne ne bougeait. Les chefs de marketing, de conformité, juridique, ils l'ont toutes regardé comme vous regardez une tour effondrée à une distance sûre. Bien avoir un suivi légal avec vous, a dit fermement Esha. Pour l'instant, votre accès au compte de l'entreprise, aux documents et à la communication interne est suspendu, en vigueur immédiatement. Clarisse laissa échapper un petit rire amer. Vous pensez que c'est fini ? Vous pensez que je ne vais pas apporter cela aux médias ? Vous pouvez essayer, a répondu Lucas. Mais les médias ne l'exécuteront pas sans preuve. Et nous avons tout cela. Elle m'a montré, un doigt tremblant. Vous avez fait ça. Vous avez joué la victime pendant que vous attendiez de me poignarder dans le dos. Je n'ai pas bougé. Non, Clarisse. Vous vous êtes poignardé. Je viens de tenir le miroir. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Elle se tenait là entourée de l'entreprise qu'elle n'a jamais gagnée, des gens qu'elle n'a jamais respectés, du mari qu'elle pensait pouvoir dépasser. Son visage a changé lentement de rage à l'incrédulité à quelque chose de plus proche du chagrin. Chagrin pour un trône qui n'était jamais le sien. Elle ramassa son sac à main, son cuir blanc, trop brillant pour l'ambiance, et se dirigea vers la porte sans un autre mot. Alors qu'elle me dépassait, elle s'arrêta pendant une seconde. Puis elle a chuchoté, « Tu m'as embarrassé. » J'ai rencontré son regard et j'ai dit tranquillement, « Non, Clarisse, tu as fait ça tout seul. » Puis elle était partie. La porte s'est fermée derrière elle avec une finalité silencieuse. Lucas a regardé autour de la salle de réunion. Je pense que nous pouvons considérer cette affaire réglée. Personne n'était en désaccord. La pièce a commencé à se dégager. L'énergie est retournée aux affaires, à la récupération, à la stabilité. Mais je suis resté un instant, debout à côté de la chaise de mon père, laissant le silence tremper dans ma peau.
Ce n'était pas un triomphe. C'était une confirmation. La vérité enfouie depuis longtemps sous la performance de Clarisse avait finalement été fouillée. Et ce qui restait, c'est le mien pour reconstruire. La maison était calme quand je suis rentré à la maison. Pas paisible, pas doux, juste silencieux de cette manière tendue et chargée qui vous a averti avant qu'une tempête ne traverse. Les lumières du foyer étaient éteintes, mais je pouvais voir la lueur de l'étage vacillant comme si quelqu'un se déplaçait entre les chambres. Je ne me suis pas précipité. J'ai enlevé ma veste, je l'ai accrochée soigneusement sur le rack et j'ai placé mes clés dans le bol en céramique près de la porte, celle que Clarisse avait insisté pour que nous achetions à partir de cette boutique intérieure trop chère au centre-ville. Tout avait sa place. C'était toujours sa règle, même quand rien d'autre ne l'a fait. Je pouvais entendre le faible bruissement de sacs zippés et des tiroirs s'ouvrir. Lorsque j'ai monté les escaliers, la porte de la chambre principale était ouverte juste un ruban, assez pour voir sa silhouette penchée sur le lit, bourrant des vêtements dans l'une des valises monogrammées qu'elle avait prétendu être un investissement dans nos futurs voyages. Les mêmes bagages que nous n'avons jamais utilisés. C'est drôle comment les plans se transforment. Elle n'a pas levé les yeux lorsque je suis entré dans la porte. Elle a continué à se plier avec une précision mécanique nette. « Tu m'as embarrassé », a-t-elle dit sans tourner. Sa voix était cassante. Pas de venin, juste une admission plate et épuisée, comme si c'était la seule ligne qui lui avait quitté. Je me penchai contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Vous l'avez fait vous-même, Clarisse. » Cela l'a fait s'arrêter. Sa main agrippa le bord d'un chemisier en soie, de l'ivoire, sans manches, cher, et elle l'a tenu là pendant un battement trop longtemps avant de le brouiller dans le sac. J'ai regardé ses épaules se lever et tomber à chaque souffle. « Tu aurais pu me parler », a-t-elle dit après un moment. La gérer en privé. Vous n'aviez pas à m'humilier comme ça. Je n'ai pas ri. Je ne me moquais pas. J'ai juste secoué la tête lentement. Non, Clarisse. Vous auriez pu me parler il y a des mois, il y a des années, même. Vous en aviez toutes les chances. Mais au lieu de cela, vous construisez une histoire où j'étais l'obstacle. Vous m'avez traité comme un espace réservé jusqu'à ce que vous puissiez réécrire la fin. Elle s'est finalement tournée et son visage, dépouillé du maquillage et du glamour de la salle de conférence, avait l'air plus petit que je ne m'en souvenais. Pas plus jeune, juste moins certain. Je pensais que j'aidais, dit-elle, sa voix plaidant presque maintenant. Vous n'êtes pas un combattant, des kilomètres. Tu es loyal. Calme. Vous n'êtes pas fait pour la guerre. Je laisse cela s'asseoir dans l'air pendant une seconde. Je n'ai pas été fait pour la guerre. Tu as raison. J'ai dit que je ne le suis pas. Mais je suis fait pour l'héritage, pour l'intendance, pour protéger ce qui compte. C'est pourquoi j'ai gagné. Non pas parce que je le voulais, mais parce que quelqu'un devait protéger le nom de mon père de quelqu'un qui ne l'a vu que comme un raccourci. Sa mâchoire se serra et pendant une seconde, j'ai vu le vieux Clarisse. Celui qui a traversé les négociations comme une lame. Celui qui m'a dit qu'elle aimait la façon dont j'écoutais au lieu de parler juste pour être entendu. L'ironie est bien sûr qu'elle a confondu cette écoute pour la passivité. Elle est passée devant moi et est entrée dans le placard. J'ai suivi plus lentement. Elle cherchait son étui à bijoux lorsque j'ai parlé à nouveau. Ne vous embêtez pas à essayer de vous connecter à quoi que ce soit. Dis-je tranquillement. J'ai changé les serrures sur l'étude de papa. Désactivez votre accès administrateur et le compte conjoint. J'ai déplacé les fonds vers une fiducie privée il y a 2 semaines. Clarisse se figea. Ses doigts planaient sur l'étui des bijoux comme si elle venait de toucher quelque chose de chaud. Vous avez planifié cela? J'ai rencontré ses yeux dans le miroir. Non, je me prépare. Il y a une différence. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour s'en prendre, peut-être pour s'excuser. Je ne saurais jamais. Mais ensuite, elle l'a juste fermée. Ses doigts s'enroulèrent dans le bord de la vanité et j'ai vu le moment où il l'a frappé. Il n'avait plus d'effet de levier. Rien. Pas d'accès à l'entreprise. Aucune revendication à la maison de ma famille. Pas de retenue financière sur moi. Seulement un sac de vêtements de créateur et une tête pleine de discours que personne n'écoutait. Quand elle est passée devant moi, elle n'a pas dit un autre mot. Elle descendait les escaliers comme un fantôme, les roues de sa valise se heurtant doucement à chaque pas. Je l'ai suivie à la porte, pour ne pas l'arrêter, juste pour assister à la fin correctement. Au seuil, elle s'arrêta.
Tu m'aimais une fois, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai fait, j'ai dit. J'ai adoré la version de vous qui voulait un partenariat, qui croyait à la vie que nous construisions. Mais quelque part le long de la ligne, vous avez cessé de me voir comme un partenaire. Vous avez commencé à me voir comme quelque chose sur votre chemin. Elle se tourna vers Effa et pendant une seconde, je me suis adouci. J'ai vu la fille que j'ai rencontrée dans ce mélangeur de campus il y a tant d'années. Celui qui s'est disputé avec les professeurs et a écrit des essais avec le feu dans sa voix. J'ai vu la femme qui m'a une fois embrassé le front quand j'étais malade. Qui se tenait à côté de moi lors des funérailles de papa dans une robe noire qu'elle n'a jamais voulu porter. Mais cette femme avait disparu, éclipsée par l'ambition, endurcie par sa propre conviction que le pouvoir pouvait remplacer à un but. Je ne t'ai jamais fait sentir petit, dis-je doucement. Vous n'avez jamais appris à vous sentir entier sans démolir autre chose. Clarisse se tenait là pendant une seconde de plus, puis a fait sortir sa valise dans l'air froid du soir. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai fermé la porte derrière elle lentement. Et puis je me tenais là dans le hall de ma maison d'enfance dans le silence, mais cette fois, ce n'était pas lourd. C'était propre, comme de la neige fraîche sur une pelouse qui avait été piétinée depuis trop longtemps. Je suis allé à l'étude et j'ai déverrouillé le bureau. Assis sur la chaise en cuir que mon père a utilisée tous les soirs. J'ai ouvert le tiroir et regardé à nouveau l'enveloppe, non pas par besoin, mais par respect. Puis j'ai éteint la lumière, et pour la première fois depuis des années, la maison se sentait comme la mienne. Non partagé, non emprunté, le mien. Le premier appel est arrivé à 8h03. Je n'ai pas répondu. C'était trop tôt. L'odeur de café frais s'accrochait toujours à l'air dans la cuisine, et la lumière du soleil commençait à réchauffer les carreaux sous mes pieds. Ma mère était retournée au lit après son thé du matin. Son rétablissement nécessitait toujours du repos, même si elle a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Je me suis assis à la table seul, en regardant l'écran de mon téléphone flash avec le nom de Clarisse. Encore une fois, encore. Elle n'avait pas envoyé de texto la veille, n'avait pas frappé, n'avait pas demandé. Je pensais peut-être qu'elle prendrait la perte tranquillement, rassemblerait les restes de sa fierté et disparaîtrait avec sa grâce organisée. J'aurais dû mieux savoir. À 8h12, elle avait quitté son premier message vocal. Miles, s'il vous plaît. Je veux juste parler. Vous ne pouvez pas tout jeter comme ça. Pas trop un malentendu. Malentendu. Ce mot s'est logé dans mes côtes comme une lame terne. Les enregistrements n'étaient pas ambigus. Sa voix résonnant à travers la salle de conférence n'avait pas bégayé. Une fois le vieil homme parti, Miles peut faire des RH ou quelque chose comme ça. Il est plus facile à contrôler qu'il ne le pense. Il n'y avait pas de malentendu. Elle a compris exactement ce qu'elle faisait. Elle n'a jamais cru que j'aurais le courage ou les preuves pour riposter. À 9h30, elle envoyait des SMS à Lucas. Quand il n'a pas répondu, elle est passée à Esha. Quand Esha l'a ignoré, Clarisse s'est transformée en désespoir, s'est masquée dans une préoccupation décontractée. Des captures d'écran ont inondé mon téléphone. Esha m'en a envoyé un. Et, je me demande juste si Miles va bien. Ce n'est pas comme lui. Et un autre. Il est important qu'il sache que je ne voulais blesser personne. J'adore aussi la compagnie. L'amour. Le même mot qu'elle utilisait autrefois si librement comme si c'était un outil, une performance, une clé de chaque porte verrouillée. Je savais ce qui se passait. Son monde soigneusement organisé était démêlé et elle se précipitait pour le coudre avec des excuses empruntées, mais aucun d'entre eux n'a atterri parce que la vérité était sortie et que les gens avaient cessé de faire semblant. Ses amis ont commencé à se retirer, pas à publiquement, juste de peu. La voir désabondante sur les réseaux sociaux, cesser de aimer ses messages, la retirer des conversations de groupe qui ont autrefois bourdonné des invitations au brunch et des plans de voyage. Les mêmes personnes qui ont applaudi son ambition de la ligne de touche l'ont maintenant fantomatique avec un jugement silencieux parce que personne ne voulait être associé à la femme qui a tenté de mettre en scène une prise de contrôle hostile de l'héritage d'un mari en deuil. Puis vint l'email. Ligne d'objet, parlons. Je l'ai presque supprimé sans ouvrir, mais quelque chose en moi était curieux, pas plein d'espoir, curieux. Le message était court. Miles, laissez-moi expliquer. J'ai fait une erreur. Je pensais que je le méritais. Je pensais que je pourrais aider. Vous ne vous êtes jamais soucié de l'entreprise comme je l'ai fait. Mais peut-être que j'ai mal compris cela aussi.
S'il vous plaît, parlons. Pas comme des ennemis. Tout comme les gens que nous étions avant tout cela, Clarisse, j'ai regardé les mots. Vous ne vous souciez jamais de l'entreprise. C'était toujours cela avec sa projection. Ce n'est pas parce que je n'avais pas envie que les projecteurs ne signifient pas que je n'avais pas saigné pour cette entreprise. J'ai juste choisi de le faire tranquillement comme mon père l'avait fait. Je me suis souvenu de la fin de nuit en réduisant des rapports pendant qu'elle faisait défiler les magazines sur Brillant. Je me souvenais de rester derrière pour gérer l'inventaire pendant qu'elle se dirigeait vers des événements de réseautage qui ont doublé en vacances personnelles. Je me souviens avoir dit que j'étais trop doux, trop gentil, trop hésitant. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que mon calme n'était pas l'absence. C'était un engagement. Et maintenant, elle saisissait le fil qu'elle avait tiré elle-même. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis l'email à mon avocat. À midi, il avait rédigé les papiers. Je les ai signés ce soir-là. Déposer le divorce n'était pas quelque chose que je célébrais. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme fermer une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir en premier lieu. Miséricorde inutile. L'enveloppe, celle que mon père m'a donnée, maintenant assise encadrée sur mon bureau sous le verre, entourée de photos soigneusement placées de lui et de moi lors du gala d'anniversaire de 10 ans de la compagnie. Dans l'un d'eux, je souriais maladroitement dans un costume trop serré. Il rayonnait, non pas à cause des bénéfices, mais parce que nous y étions côte à côte. L'image de Clarisse n'était pas dans ce cadre. Elle n'était pas partie. A déclaré que l'événement était trop discret pour valoir son temps. Dit que nous devrions nous concentrer sur une plus grande optique. Ces paroles. Je pensais que ce genre d'esprit stratégique était admirable. Maintenant, je savais mieux. Le prochain message vocal est arrivé à 17h42. Miles, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pensais que je faisais ce qui devait être fait. Je pensais que je pourrais peut-être vous montrer ce que l'entreprise pourrait être, mais vous m'avez aveuglé. Vous avez armé la mort de votre père. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Elle n'avait pas pleuré quand il est passé. À peine tressailli. Il suffit de se verser un verre de vin et a dit, au moins, il n'a pas souffert longtemps. Le même soir, elle a évoqué la planification de la relève, et maintenant elle voulait m'accuser de manipulation. Je me tenais à la fenêtre en regardant le crépuscule s'installer dans le quartier. Le ciel trempa dans des tons de bleu et de cendre. Quelque part dans la rue, un enfant faisait du vélo en rond. Les oiseaux bruissaient dans les arbres. Le monde a continué à tourner, non botté en démêlant les mariages et en brisant les ambitions. Le lendemain matin, mon avocat a envoyé une confirmation. Papier servi. Clarisse n'a pas répondu. Pas immédiatement. Mais plus tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier message. Pas un appel, pas une messagerie vocale, un texte simple. Tu n'étais jamais aussi faible que je le pensais. Je l'ai regardé puis je l'ai supprimé. Aucune réponse parce que je n'avais plus besoin de m'expliquer à elle. Je ne lui ai pas dû mon temps, mon silence ou ma patience. L'homme qu'elle pensait pouvoir manipuler avait quitté la scène. Et à sa place se tenait quelqu'un qu'elle n'a jamais vu venir. Quelqu'un qui a construit sa force dans le calme. Quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Clarisse n'a pas disparu. Elle ne pouvait pas. Des gens comme elle ne se sont pas s'estomper en arrière-plan. Ils ont griffé pour ça. Mais entre leurs dents et cria quand il s'est éloigné. Le lendemain du dépôt de divorce s'est rendu vers elle. Elle a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Elle est devenue publique ou a essayé. Cela a commencé avec une déclaration organisée qu'elle a envoyée par email à 3 magazines d'affaires en ligne, le genre qui a gêné les femmes polies avec des armoires audacieuses et des réclamations plus audacieuses. J'ai lu l'article avec une tasse de café à la main. Ces mots ont été calculés, trempés de victimisation et parsemés de vagues accusations. Mon mari a armé le chagrin. J'ai été expulsé malgré mon dévouement. J'ai adoré son père comme s'il était le mien. C'était vraiment risible de la façon dont elle s'est peinte en tant que stratège mal compris et la belle-fille en deuil. Elle a même jeté une ligne sur le fait d'être réduit au silence par l'ego masculin, ce qui aurait mieux atterri s'il n'y avait pas eu d'heure d'enregistrement qui lui montrait la mort de mon père comme tremplin de carrière. Mais le vrai coup est venu 1 heure plus tard. Notre avocat a publié la vidéo. C'était quelque chose que mon père a enregistré 3 semaines avant sa mort avec Lucas assis à côté de lui dans l'étude. Je n'avais même pas regardé la chose pleine avant ce matin.
Je pensais que ce serait trop douloureux, mais une fois qu'il était clair que Clarisse avait l'intention de réécrire le récit, j'ai réalisé qu'il était temps. Le clip était court, un peu moins de 6 minutes, mais il a tout changé. Papa était assis sur sa vieille chaise en cuir enveloppée dans un cardigan, plus mince que je ne me suis souvenu, mais sa voix était claire. Calme, direct. Si vous regardez cela, cela signifie qu'il y a eu une certaine confusion quant à mes souhaits, il a commencé. Laissez-moi être parfaitement clair. Mon fils Miles est le seul héritier de Radner Biotech. Je lui fais confiance avec cette entreprise parce que j'ai vu comment il dirige. Pas par la force, non avec l'ego, mais avec intégrité. Il s'arrêta, respirant lentement, puis a ajouté, quiconque revendique l'autorité sur cette entreprise le fait sans ma bénédiction. Et s'il l'appelle la loyauté, il mente. Ce clip a balayé les réseaux internes de notre entreprise comme une marée. Les employés qui s'étaient tranquillement éloignés de Clarisse m'ont maintenant envoyé un message directement. Certains ont envoyé des excuses, certains ont envoyé leur respect, et d'autres, comme Esha, ont simplement envoyé une période, qui disait « c'est fini ». Clarisse, en revanche, en spirale. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai entendu parler d'elle de connaissances mutuelles, et quelques-uns autrefois fidèles. Son cercle intérieur s'est fracturé rapidement. Les gens qui avaient l'habitude de faire du toast à ses ambitions dans les bars sur le toit la fantomaient désormais entièrement. Elle a essayé de organiser des événements de réseautage, de petits brunchs, des panneaux caritatifs, mais la fréquentation a diminué. Sa marque, autrefois définie par le rouge à lèvres audacieuses et les proclamations plus audacieuses, était désormais assombrie par des chuchotements. Elle a menti sur la volonté. Elle a forgé des transferts de fils. Elle a été jouée par son propre mari. Je ne les ai jamais corrigés. Je ne suis jamais intervenu pour frotter le sel dans la blessure. Ce n'était pas moi. Je viens de regarder à distance alors qu'elle brûlait les ponts qu'elle dansait autrefois. Cela ne s'est pas produit en même temps. C'était plus lent que vous ne le pensez. La fierté ne sort pas dans un incendie. Il s'effondre pièce par pièce. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais toujours accès à l'ancien compte de messagerie qu'elle a utilisé en aidant à la sensibilisation d'Horner. Je n'ai pas expiré. Je viens de vérifier une fois pour voir si elle essayait toujours de manœuvrer quelque chose dans les coulisses. Ce que j'ai trouvé était un message qu'elle n'a jamais envoyé. Un projet à une entreprise de relations publiques. Ligne d'objet, comment récupérer une marque après un scandale personnel. Ces paroles étaient lacées de désespoir déguisé en vernis. Je cherche des conseils sur le contrôle d'un récit qui s'est récemment déplacé contre moi. J'ai été positionné comme l'avenir d'Horner Biotech, mais la dynamique familiale interne a déformé la perception du public. J'ai besoin d'un moyen de rediriger la conversation, idéalement avec empathie, force et touche de réinvention. Elle ne l'a jamais envoyé parce que même elle savait qu'il n'y avait pas de redirection à venir. Pas lorsque l'homme qu'elle a épousé n'était devenu la preuve qu'elle ne pouvait pas discréditer. Pas quand le fondateur lui-même avait parlé au-delà de la tombe. Le pire pour elle, j'imagine, n'a pas été la perte de l'entreprise. Ce n'était même pas le divorce. C'est le silence qui a suivi. Elle avait l'habitude d'être vue, louée, enviée. Mais maintenant, personne ne cherchait. Personne ne la citait plus. Personne n'a republié son manifeste PDG sur LinkedIn. Sa présence sur les réseaux sociaux s'est séchée comme une douleur au soleil. Et dans le calme privé de son condo loué, je sais parce que la maison n'a jamais été la sienne à garder, elle faisait rage. Je l'imaginais de faire un rythme dans des talons de créateur à travers les planchers de bois franc qu'elle n'a pas choisi, buvant le même vin qu'elle a une fois siroté tout en se moquant de l'équipe de mon père seul. Une fois que je l'ai passée dans la rue, imprévu, inévitable. Elle se tenait devant un café au centre-ville, les lunettes de soleil trop grandes pour son visage, parlant dans son téléphone avec une frustration coupée. Elle ne m'a pas vu au début. J'aurais pu continuer à marcher, mais je ne l'ai pas fait. Elle se tourna, attire mon attention. Pendant une brève seconde, je pensais qu'elle pourrait ricaner, pourrait se loger dans un commentaire net destiné à prélever du sang, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé comme si j'étais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus, comme si j'étais un étranger qui lui a vaguement rappelé un souvenir qu'elle a déjà essayé de réécrire. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour parler, peut-être pour s'excuser, peut-être pour frapper, mais j'ai hoché la tête une fois et j'ai continué à marcher parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait sa chute. J'ai eu ma paix. Et la paix, j'ai appris, n'a pas besoin de s'annoncer. Il a juste besoin de rester.
Chaque samedi, je prends ma mère pour le dessert. Cela a commencé comme une routine silencieuse, quelque chose de petit pour briser le poids de la semaine, mais c'est devenu un rituel maintenant. Son choix change à chaque fois. Certaines semaines, c'est un gâteau au citron, brillant et acidulé. D'autres fois, c'est une tranche de velours rouge avec trop de glaçage. Elle prétend toujours qu'elle aura juste quelques bouchées et finira par gratter la plaque propre. Ce jour-là, nous avons essayé un nouveau café niché entre une librairie et une boutique de fleurs sur Wilton Street. Les murs ont été peints en bleu d'œuf de robin et les tables ont été incompatibles mais charmantes. Ça sentait la cannelle et quelque chose de chaud s'élevant d'un four voisin. Je l'ai aidée à entrer dans le siège près de la fenêtre. Elle portait l'un des vieux cardigans de papa. Il pendait ses petites épaules maintenant. Mais elle aimait la façon dont cela sentait encore de lui-même après 2 ans. Elle jeta un coup d'œil autour du café, sourit au décor pastel, puis me regarda avec le genre d'yeux qui n'avait plus besoin de poser des questions. « Votre père aurait été fier », a-t-elle dit en fait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai remué mon café lentement et j'ai regardé par la fenêtre. Un père et un fils sont passés, le garçon tirant sur le bras de son père, pointant avec enthousiasme un magasin de jouets dans le bloc. Cette simple traction, avide, familière, confiante, m'a frappé dans un endroit que je ne connaissais pas, était toujours Tinder. J'ai pris une respiration et j'ai hoché la tête. Je pense à lui tous les jours. Bien, dit-elle. Il voudrait ça. Nous n'avons plus beaucoup parlé de Clarisse. Pas par douleur, juste sans pertinence. Elle était devenue un chapitre fermé si complètement, cela n'avait pas besoin de révisiter. Le divorce avait finalisé il y a 2 mois. Propre, efficace, sans bataille de. La cour, pas de théâtre. Elle avait signé les journaux avec un commentaire qui résonnait encore dans mon esprit. Je suppose que je vous ai sous-estimé. Ce n'était pas de l'amertume. C'était la perplexité. Comme un scientifique qui avait mal calculé sa propre expérience et l'avait regardé exploser sur son visage. Clarisse était partie. L'entreprise était stable. Le conseil d'administration avait approuvé la nouvelle initiative de bien-être. J'ai proposé un moyen d'élargir notre portée dans les communautés inomatiques inférieures fournissant des projections génétiques à des coûts subventionnés. Quelque chose dont mon père aurait été fier. Il n'a jamais parlé d'expansion, en termes de conquête. Il en a parlé en termes d'impact. Je marche dans les couloirs de la biotechnologie RNR maintenant et les gens me saluent, non pas par obligation, mais respect. Non pas parce que j'ai hérité de quelque chose, mais parce que j'ai gagné le droit de le faire avancer. C'est la partie que personne ne vous parle de l'héritage. Il ne s'agit pas de préserver le passé. Il s'agit de prouver que vous le comprenez assez bien pour construire quelque chose de mieux à partir de sa fondation. Clarisse n'a jamais compris cela. Pour elle, l'héritage concernait le contrôle, l'optique, la propriété. Mais l'héritage n'est pas quelque chose que vous prenez. C'est quelque chose que vous recevez lorsque les autres vous font confiance pour ne pas le ruiner. Je garde toujours l'enveloppe sur mon bureau, celle que mon père m'a remise le jour où il a dit qu'elle prévoyait quelque chose. Il est maintenant encadré sous le verre de qualité du musée. Sa signature est légèrement maculée des huiles sur mon pouce la nuit où je l'ai ouverte, mais elle se sent plus humaine de cette façon, plus réelle. Cela ne ressemble plus à une arme. Cela ressemble à un vœu. Il y a quelque chose de libérateur à ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'entre pas dans les réunions en essayant de surpasser qui que ce soit. Je ne force pas ma voix à être la plus bruyante de la pièce. Au lieu de cela, j'écoute. Je pose des questions. Je me souviens des noms des personnes à 2 niveaux en dessous du niveau exécutif. Je serre la main du concierge tous les jeudis lorsqu'il nettoie le salon du 4e étage. Mon père a toujours dit, la personne qui nettoie votre sol voit plus de qui vous êtes que la personne assise en face de vous à une table de planche. Il avait raison. L'héritage, j'ai appris, est le plus porté dans les gros titres ou les poignées de main, mais dans les habitudes. De la manière calme, vous vous présentez tous les jours, dans la cohérence de votre intégrité, dans les excuses que vous n'avez pas à donner parce que vous n'avez jamais eu besoin de briser quelqu'un pour grimper. Les gens demandent toujours Clarisse de temps en temps. Certains le font maladroitement, essayant de bavarder. D'autres le font avec bonté, ne savant pas s'il s'agit d'un sujet sensible. Je donne toujours la même réponse. Je lui souhaite la paix parce que je le fais. Je ne la déteste pas. Je ne lui en veux même pas. Ce qui s'est passé n'était pas un crime de cruauté.
C'était un effondrement de caractère. Elle croyait que l'ambition justifiait l'effacement. Que vouloir quelque chose de assez mal signifiait que vous y aviez droit. Peu importe qui s'est blessé. Mais j'ai appris que le vrai pouvoir, le pouvoir durable, ne vient pas de la prise. Il vient de la construction. Et j'ai passé tous les jours depuis qu'elle est partie de la reconstruction de ce qu'elle a essayé de brûler. Silencieusement, régulièrement, sans fanfare. Aucune publication LinkedIn n'annonçant ma résilience. Pas de citations agressives passives déguisées en illumination. Travailler, je me présente. Maman a pris une bouchée de son gâteau, ferma les yeux comme si c'était un souvenir qu'elle goûte. C'est charmant, dit-elle doucement. J'ai souri. La semaine prochaine, nous allons essayer l'endroit près de Park Hill. Celui avec les tartes en verre. Elle hocha la tête, léchant le glaçage du côté de sa fourchette. Votre père aurait aimé celui-là. J'ai regardé mon café. Je pense que vous auriez aussi aimé cette version de moi. Elle atteignit la table, plaça sa main sur la mienne. Il l'a toujours fait. À l'extérieur, le monde est passé à autre chose. Les gens sont passés, les voitures-bus, les nouveaux couples ont fait des plans, les enfants ont ri quelque part. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que le sol sous moi ne bougeait plus. C'était solide. Clarisse est partie. La tempête qu'elle a apportée, la confusion, la trahison, la fumée et les miroirs ont nettoyé. Et maintenant, je ne ramasse pas des pièces. Je les plante, cultive quelque chose de nouveau, quelque chose de stable. Pas pour applaudir, pas pour se venger, mais pour l'homme qui me faisait confiance et pour l'homme que je suis devenu. Un héritage servi sans excuse.